Je voulais remercier tout d'abord nos deux conférenciers, Marc-Olivier Valère et Jean-Hubert Martin. C'est très très gentil à vous de vraiment participer à cette série de conférences qu'on prépare pour introduire le travail de nos artistes au mieux. Je voulais remercier la Galerie Valentin qui a accepté la collaboration pour travailler avec Laurent Grasso, qui est évidemment un geste de confiance. Et je dois te remercier, Laurent, pour une expo extraordinaire, parce que vraiment, quand on se lance à faire une galerie aussi grande, on espère évidemment que les artistes arrivent à tenir des espaces. Et c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, et je dois dire que tu as fait un parcours sans faute, c'était extraordinaire. Ashok, ici présent, va modérer la conférence. Et je ne vous dérange pas plus. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Et j'espère que voilà, ça va bien se passer. Donc, et si vous n'avez pas encore vu l'exposition, évidemment, allez à l'exposition après. Vous verrez des photos dans la vidéoprojection. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, on peut inviter Laurent Grasso, Jean-Hubert Martin et Marc-Olivier Valère. Peut-être vous pouvez les applaudir, ça fait toujours du bien avant de commencer cette petite conversation. Alors, je me mets au milieu, je vais mettre là, les micros. Voilà. Alors, on s'est réunis juste hier pour décider de ne pas préparer cette conférence parce que c'est une conversation. Et l'idée, lors de cette promenade autour des œuvres de Laurent, c'était de vous proposer, de le faire d'une manière plus formelle, de vous proposer la conversation que nous avons eue au cours de ce voyage. Parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir l'exposition, mais prenez ce temps-là. Il est précieux après ce talk, cette conversation, à la galerie au 76 rue de Turenne. Laurent invite les visiteurs, les spectateurs, à un véritable voyage au cœur de ces univers qu'il constitue, qu'il reconstitue d'une manière un peu cinématographique ou carrément cinématographique, tu nous diras. Et cela permet cet échange qu'on a eu hier. Alors l'idée, c'était de refaire cet échange et surtout de ne pas la préparer. Peut-être quand même dire un mot ou plusieurs sur l'artiste, Laurent Grasso, un peu ton parcours, pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là, à ce réel double, à ce soleil double, et essayer d'échanger à partir de ton parcours sur ce dispositif général auquel cette conférence, cette conversation plutôt très modeste, mais avec des éminents historiens d'art, professionnels de la culture, directeurs de musées et de centres d'art, vous avez bien voulu répondre, réagir en écho à cette exposition, à ce dispositif et à cette matérialité de l'œuvre que propose Laurent. Ça marche. Oui, bonjour. Bon, moi, je vais être assez bref parce que l'exposition a été un gros travail. Je suis très heureux, Emmanuel, de cette collaboration. Merci. J'ai eu vraiment carte blanche pour faire ce projet qui contient 2 nouveaux films qui ont été produits pour l'exposition. Soleil double, c'est le titre de cette exposition. Ça pourrait être le titre un petit peu générique de mon travail. Cette idée que les choses sont autre chose que ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà, ce qui m'intéresse dans toutes les expositions, dans les projets que j'ai pu faire, c'est en réalité créer ce flottement face à des objets dont on ne sait pas exactement quelle est la nature, en fait. Donc, on y voit des peintures, des livres anciens, des films. Tous ces objets ont un statut qui n'est pas évident. C'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. C'est un questionnement face à ce qu'on est en train d'observer. Et donc, il n'y a pas de cartel, mais il y a un livret sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a été fait avec différents auteurs, Teresa Castro, Grégory Kenneth, mon atelier, et avec Ashok et les 2 Valence. Et donc, on donne une série d'informations sur les œuvres, mais sans jamais être didactique, sans jamais donner de mode d'emploi. C'est un petit peu le parti pris de mon travail. C'est un script, tu disais. Oui, c'est un peu comme une voix off de l'exposition, en fait. Et donc, on peut avoir quelques infos, avoir le titre des livres anciens qui sont dans les salles, des histoires qui ont
servi à créer les œuvres, mais rien n'est jamais donné de manière évidente, quoi, en fait. Ce que je peux dire aussi, très simplement, c'est que je conçois un petit peu les expositions comme des films, avec des chapitres, avec des personnages, avec différentes séquences, des fondus d'une salle à une autre, et avec un scénario. Vous avez, pardon, je te coupe, 130 images choisies par Laurent qui défilent d'une manière aléatoire au-dessus de vos têtes, de nos têtes. Ici. Voilà, et on retrouve des thématiques qui sont celles de mon travail, la catastrophe, l'anthropocène, le jeu sur le temps, le voyage dans le temps. Voilà, rapidement. Sur ce script. Alors, il y a quelqu'un qui nous a manqué dans cette préparation, dans cette conférence, mais il est là en livre, c'est Bruno Latour. Alors j'ai lu le livre entièrement de Bruno Latour, qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence, et je vous rassure, on ne va pas faire une conférence sur Bruno Latour, mais je vous recommande quand même sa lecture. C'est un anthropologue, un philosophe, un sociologue, qui est une superstar internationale, comme certains Français le sont, dans différents domaines. Il est très connu aux États-Unis notamment, et en Angleterre. Il a écrit ce livre qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence, et je sais, et c'est toi qui as insisté pour qu'on l'invite, mais peut-être qu'on le fera une autre fois, ton travail s'inspire de ces pensées pluridisciplinaires entre la philosophie, tu parles d'anthropocène, peut-être on pourra donner une définition tout à l'heure, de l'homme au centre de son destin et du destin de la planète, entre miracle et catastrophe. Je rappelle quand même, pour problématiser un tout petit peu notre conversation, quand même qu'on a donné un titre à cette conversation, c'est on va basculer comme ça entre le miracle et la catastrophe, dans cette tension à laquelle tu nous invites dans tes œuvres. Alors, justement, pour revenir à cette pensée, à ces penseurs qui t'inspirent, qui ne sont pas que français, mais il y a aussi Michel Foucault, il y a cette envie, à partir de ton concept, d'aller comme une constellation, chercher une constellation d'idées autour de l'homme, finalement, au centre du monde, mais au centre aussi de la maîtrise à la fois de son destin et de la catastrophe et de l'accident. Oui, il y a toute une série de questions qui me semblent intéressantes aujourd'hui. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, les guerres les plus dangereuses sont les guerres invisibles. C'est un petit peu aussi un des moteurs de l'exposition, c'est parler de ces guerres invisibles, au contraire des guerres qui sont visibles. Et je me suis intéressé à Latour, mais aussi à une personne qui est très proche de Latour, que Gregory Kenneth, je ne sais pas s'il est là, m'a présenté. C'est une personne qui s'appelle Clive Hamilton et qui est un spécialiste du climat et de toutes ces nouvelles théories, de toutes ces nouvelles technologies, en fait, et notamment le geoengineering, qui est une volonté de régler la question du climat par des nouvelles techniques, en fait, quoi. Et donc, c'est évidemment très dangereux. Et il y a des personnes comme Bill Gates qui aujourd'hui financent des nouvelles techniques pour finalement envoyer des produits dans l'atmosphère pour changer la température de la Terre. Enfin bon, voilà, ce sont plein de choses très inquiétantes. Je ne vais pas développer ça là aujourd'hui, mais en tout cas, bon, c'est des choses qu'on peut retrouver dans mon travail. C'est l'étude de phénomènes, d'institutions, d'architecture qui nous entourent et leur rapport avec le pouvoir. Il y a une salle dans l'exposition, par exemple, qui parle du rapport entre le pouvoir et le Vatican, et comment le Vatican organise des moments historiques, comment le Vatican produit une esthétique. Mais j'ai fait ce film il y a quelques années qui s'appelait Silent Movie, où on voyait les architectures de surveillance dans le sud de l'Espagne. Donc tous ces dispositifs qui nous entourent. J'ai aussi travaillé sur ARP, une base aux États-Unis, très étrange. Donc je m'intéresse à ces micro-situations où on a un point de départ documentaire et une situation où on n'a pas toutes les informations pour comprendre ce à quoi on fait face. Voilà. Le titre Soleil double, en fait, englobe ce qu'on vient de dire sur cette notion de réel double. Tu parlais aussi dans une de tes notions que tu développes dans cette exposition de l'invisible,
de l'invisible du soleil, qui s'appelle la némésis. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Bon, en fait, c'est une métaphore. Il y a des théories scientifiques qui parlent d'un double du Soleil qui aurait sa propre ombre. Je m'intéresse à ces théories, comme à la théorie des cordes, qui explique qu'on pourrait avoir plus que 3-4 dimensions, mais 10 dimensions dans l'univers, et que des univers pourraient se contenir les uns les autres, ou bien coexister sans qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Bon, toutes ces choses sont des points de départ pour moi, des espèces de scripts pour créer des œuvres, en fait. À la fin, ça reste quand même ce qui m'intéresse le plus, c'est créer des objets qui posent question et produire lors de la visite d'un spectateur un sentiment étrange, parce que, en fait, contrairement à tout ce qui nous entoure, toutes les infos ne nous sont pas données, et j'essaie de produire des questionnements plutôt que donner des réponses. Donc évidemment, je suis très intéressé par toutes ces théories et toutes ces nouvelles manières de voir le monde, en fait. Merci. Marc-Olivier Valeur, alors en parlant justement des œuvres de Laurent, tu les connais bien, puisque vous avez travaillé, et ça fait de longues années que vous avez engagé un dialogue autour de la matière plastique, j'allais dire, de Laurent. Tu as même préfacé, et je vous recommande la lecture de ce catalogue, le dernier catalogue qui date de 2009, je crois, qui s'appelle le rayonnement du corps noir, avec une préface de Marc-Olivier. Et donc c'était l'occasion idéale pour engager une conversation autour de l'œuvre ou des œuvres de Laurent avec toi, et ta propre, bien sûr, ta propre analyse sur les champs qu'il explore. Marc-Olivier Valère. Alors c'est vrai qu'avec Laurent, ça fait une dizaine d'années maintenant, même plus, je crois, que on discute beaucoup. Alors évidemment, on a travaillé ensemble sur des expositions à New York et à Paris, mais c'est vrai qu'on partage beaucoup de réflexions sur, que ce soit la science-fiction, que ce soit la physique quantique ou la théorie des cordes, ou en fait, on est béotien en la matière, il me semble, mais c'est plutôt l'utilité ou les implications de ces champs de recherche dans ce qui nous intéresse. Et je crois que là, il me semble, on partage un intérêt de pointer en quelque sorte, en dehors du monde de l'art, des façons de faire, des façons de voir. Si cela fonctionne, si les grilles d'interprétation peuvent être utiles à notre propre recherche, ensuite les transférer dans notre domaine de recherche qui est l'art. Et là-dessus, je crois, ça a donné lieu à des expositions, notamment Gakona au Palais de Tokyo, notre passion pour Nikola Tesla, notre passion pour les ondes électromagnétiques, etc. Il y a une autre, je pense, on n'en a pas vraiment parlé hier, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup en voyant l'exposition, parce qu'évidemment cette petite conversation, hein, comme tu l'as dit, c'est plus une discussion ou des réflexions comme ça qu'une conférence. Donc je veux juste revenir sur la visite de l'exposition en quelque sorte. On voit beaucoup de miracles. On voit beaucoup de miracles, que ce soit le soleil double, que ce soit le miracle de Fatima, que ce soit autre chose. Moi, ça me fait penser, qui dit miracle, dit en quelque sorte magie. Alors, un autre champ de recherche, hein, donc en dehors du monde de l'art, qui est la magie, m'intéresse beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse, qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde de l'art. La magie, pour que ça fonctionne, alors évidemment, la première chose, toute vraiment de base, c'est qu'il faut y croire. Je discutais une fois avec Christopher Priest, hein, qui a écrit ce fameux livre Le Prestige, hein, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Et il me disait, mais c'est tout simple. Si on discute comme ça, si je discute avec toi, et pendant la discussion, je sors un lapin de mon chapeau, bon, tu vas me dire, bon, ben, ok, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Par contre, si j'arrive à te convaincre que dans ce chapeau, il n'y a absolument rien, et qu'au bout d'un moment, je sors un lapin, tout le monde va être, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il faut y croire. Hein, il faut aussi construire les conditions pour cette croyance. Et
dans le livre de Christopher Priest, Le Prestige, il décrit assez bien le scénario standard d'un tour de magie, qui d'ailleurs est le scénario standard de tout type de narration, qu'on le retrouve dans les grands récits historiques, comme dans les films de Batman ou d'autres grands récits. C'est un arc narratif totalement standard. Christopher Priest prend le prétexte de la magie. Alors, tout tour de magie comporte 3 étapes. Un, c'est ce qu'il appelle the pledge, la présentation. Alors, l'exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du film, on voit un magicien qui met une cage avec un oiseau sur une table. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui est visible. On est confronté à la visibilité. La deuxième phase, le deuxième stade, c'est the turn, la transformation, la disparition. Alors il met un voile sur la cage, abracadabra, il tape dessus, il enlève le drap, là, il n'y a plus de cage, il n'y a plus d'oiseau, il n'y a plus rien. Tout est disparu. Alors évidemment, un moment un peu bizarre, parce que ce qu'on croyait visible ne l'est plus. Et par contre, alors il y a la troisième étape, qui est le grand tour, qui donne la renommée en général aux magiciens, qui est le prestige, qui est en fait la réapparition d'un objet disparu, par exemple l'oiseau que le magicien va sortir de sa poche. Et qu'est-ce que ça dit sur l'art? À mon avis, toute œuvre d'art fonctionne un peu de la même manière. Si vous regardez une œuvre d'art, un objet, prenons par exemple l'objet standard presque du XXe siècle, que ce soit le ready-made, il fonctionne exactement de la même manière. Il est visible, vous voyez un objet ordinaire, et sous vos yeux, il se transforme instantanément, il devient invisible, c'est-à-dire qu'il disparaît comme objet ordinaire et il réapparaît instantanément comme objet esthétique, comme œuvre d'art. Voilà un exemple qui donne quelques indices, quelques clés de lecture sur ce fameux mystère de cette transfiguration de l'objet ordinaire. On a aussi en science-fiction, voilà un autre champ qui nous relie. En science-fiction, il se passe exactement la même chose. Au milieu du film, tout d'un coup, celui qu'on prenait pour un être humain se transforme en répliquant ou en extraterrestre. N'importe quel gamin de 8 ans va se dire « Bon, il n'y a pas de problème. Moi, celui que je prenais pour un être humain change de qualité, change de nature, devient quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et l'histoire continue. Il n'y a aucun problème. » Ça pose, par contre, des problèmes dans le champ de l'art. Est-ce que la science-fiction peut nous aider à une fois de plus comprendre ce mystère de la transfiguration? Voilà des questions qui m'intéressent. Si je vous parle de ces 3 étapes du prestige, c'est parce que je pense que dans les œuvres de Laurent Grasso, on commence de la même manière. On est en face d'invisible, d'un visible quelquefois presque photogénique ou hyper visible, que ce soit l'éruption d'un volcan par exemple. Ce visible est évidemment un piège. Souvent dans les œuvres, on peut même penser à des œuvres beaucoup plus anciennes de Laurent Grasso, l'idée du point fixe est importante. L'idée du point fixe, qui est évidemment quelque chose contre lequel les artistes contemporains se battent, de casser ce point fixe, de casser cette vision fenêtre. Ça fait évidemment très longtemps que les artistes essayent justement de sortir de cette logique, de cette dynamique du point fixe, et ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Et Laurent l'utilise comme piège. On a l'impression que l'on est en face d'une peinture ancienne, avec quasiment la logique de la perspective, avec toutes les logiques qui ont amené, je dirais, toutes les règles de notre façon d'appréhender finalement la peinture, d'appréhender la réalité. Mais tout d'un coup, quelque part, il y a ce turn, cette transformation qui fait que ce qu'on pensait être un point fixe, qui est rassurant, qui est quelque chose sur lequel on peut se baser, s'appuyer, tout d'un coup, il y a une sorte de transition naturelle, que ça soit une éclipse, que ça soit une catastrophe. Là, je crois que la catastrophe est un très bon exemple, parce qu'une catastrophe, ce n'est pas un avant, un pendant, un après. La catastrophe, c'est un processus perpétuel de transformation. Et là-dedans,
il n'y a plus de point fixe, il n'y a plus que ce processus dynamique d'une marche en avant ou presque aussi d'une marche en arrière. On ne sait pas dans quel sens ça va, hein, parce que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais en même temps, où cela mène, on ne sait pas. Et on est pris comme ça dans cette espèce de mouvement qui ne s'arrête, on ne sait pas où. Donc ça, c'est important parce que cette idée de la catastrophe, grâce à des artistes comme Laurent Grasso, je pense, nous amène à justement ne pas s'arrêter sur ce qu'on pourrait apprécier comme point fixe, mais plutôt sur cette lente transition qui nous amène à quelque chose qui finalement se transfigure en quelque chose d'autre. Il parlait de la théorie des cordes. Moi, je me fascine évidemment pour les multivers. Hein, on en parlait déjà, je crois, il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, dans le catalogue d'exposition, je crois qu'on avait publié un extrait du physicien Deutsch qui s'intéressait à ces multivers, la façon de dire que de toute façon, dans la physique quantique, les univers sont au nombre infini, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison que notre monde tel qu'on le connaît ne soit pas dédoublé quelque part. Et évidemment, quand on voit le titre de l'exposition, quand on voit certaines œuvres, donc Soleil double, on peut d'abord penser à une dualité. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, qui dit dualité dit quand même doublement du point fixe, etc. Mais c'est un piège, à mon avis. On me dira si j'ai tort ou raison, mais je le vois un peu comme un piège parce que double soleil double, c'est la possibilité, c'est le commencement d'une multiplication. Et c'est là que ça devient intéressant parce que on peut être tenté de voir cela comme simplement une dualité, avec c'est ceci ou bien cela. Et là, on est dans une logique sélective, qui est la logique avec laquelle on a été éduqué quelque part. Mais des artistes comme Laurent Grasso, et la façon, je pense, spécifique à Laurent Grasso de nous amener à adopter une logique qui exclut totalement le point fixe, qui est une sorte d'hygiène de l'esprit, parce qu'on sait depuis très longtemps, il n'y a pas de point fixe dans l'univers, comme disait Einstein. Adopter une logique additionnelle, c'est ceci et ceci, c'est ce soleil, et encore un autre soleil, et encore un autre univers. Et c'est justement, il y a beaucoup de sciences, notamment les mathématiques, ont adopté depuis très longtemps cette logique additionnelle. Ce n'est pas juste ou faux, il y a un problème à résoudre, il y a des solutions qui sont plus ou moins utiles. Et je crois que dans cet axe de réflexion, un travail tel que celui de Laurent Grasso est salutaire parce qu'il nous oblige finalement, de manière presque un peu perverse, parce qu'il nous piège dans ce qu'on peut penser comme étant un point fixe, mais qui se révèle justement, se transforme, se transfigure et nous amène sur un plan dynamique où on est obligé d'adopter une logique additionnelle, ce qui veut dire aussi, qui dit logique additionnelle, qui dit aussi ce que j'appelle le quotient schizophrénique d'une œuvre d'art, c'est-à-dire que, comme tu disais, tu laisses les questions ouvertes, ce qui implique qu'une interprétation peut s'ajouter à une autre. Ce n'est pas cette interprétation au détriment de telle autre, c'est donc pas la logique sélective, c'est cette interprétation, et en plus celle-là, et encore une autre, et encore une autre. Et je dirais que plus l'œuvre accepte l'interprétation, plus elle devient dense, plus elle devient efficace, elle se construit avec ces multicouches d'interprétation. Et je pense que c'est quelque chose qui pour moi est un moteur, je dirais presque quotidien. C'est presque un apprentissage perpétuel. Apprendre à... On a tellement été éduqués à se dire, voilà, c'est comme ci ou comme ça. Apprendre que les interprétations, les possibilités, les transformations perpétuelles sur les choses que l'on pense connaître, loin d'annihiler, je dirais, les significations ou des croyances, mais bien au contraire, les renforcent et les rendent
plus élastique et, à mon avis, plus excitante, quelque part, d'un point de vue de la réflexion. Avant de passer la parole à Jean-Hubert, Martin, peut-être j'aimerais, si tu me le permets, Laurent, que tu rebondis sur ça. Alors évidemment, les questions sont ouvertes et là, ce sont des réponses ouvertes que tu as données. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Avant d'engager une vraie conversation, c'est peut-être une manière, parce que, me semble-t-il, puisqu'on parlait de Foucault tout à l'heure, c'est un travail, comme tu le dis, de piège et de déconstruction. Avant d'arriver à ce miracle, à cette magie, d'une manière artistique, cinématographique, il y a un vrai travail de déconstruction de différents repères qui créent dans une œuvre comme ces peintures une confusion, un anachronisme. Et j'aimerais peut-être aussi dans la suite, après la déconstruction, s'appesantir un peu sur la notion du temps que tu remets fondamentalement en question dans tes œuvres qui sont multidimensionnelles dans le temps. Voilà. Donc, par rapport à la magie et la déconstruction, il y a ce paradoxe-là dans chacune de tes œuvres. J'aurais voulu que tu rebondisses là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à jouer. Il y a une idée de départ qui peut être intéressante, et après, on peut essayer de donner la sensation, en fait, parce que la théorie des cordes, c'est vrai, c'est une théorie très intéressante. On n'y connaît quasiment rien parce qu'il faut vraiment être expert, je trouve, pour commencer à comprendre et pour pouvoir même lire ce qu'on veut bien nous dire dessus. Bon, mais on peut quand même saisir, justement, ce que je trouve intéressant, c'est quand on est assez peu spécialiste, on saisit quand même des idées simples, l'idée que plusieurs univers, toi tu parlais de multivers, bon voilà, et à un moment donné, il faut arriver à donner la sensation de quelque chose. On parle de magie, c'est vrai, c'est une idée que je trouve très intéressante et dont on manque un petit peu, quoi. C'est ce rapport à nouveau magique aux objets qu'on fabrique, en fait, quoi. Et moi, depuis le départ, je me suis intéressé aussi à d'autres formes de culture, aux mythologies, à tout cet investissement qu'on peut avoir face à une œuvre d'art. C'est pour ça que c'est ce pouvoir qui m'intéresse, par exemple, dans la peinture religieuse, ce pouvoir, parce que ce pouvoir magique, et on retrouve ça un petit peu dans l'exposition, c'est cette idée qu'à un moment donné, on peut utiliser la divination et les prophéties comme instrument politique, en fait, quoi. Mais on utilise la divination et la magie parce qu'il y a un livre de Nostradamus. Il y a Nostradamus, il y a un autre livre de prophétie allemand. On les utilise parce que, en fait, elles ont un pouvoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette magie dont on parle, elle existe au moins un petit peu dans notre esprit. Et effectivement, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet qu'on peut retrouver aussi, et je crois que peut-être qu'on pourra parler de ça dans les objets que vous avez pu présenter dans différentes expositions. Il y a aussi cette idée d'un pouvoir magique de l'œuvre. Et bon, voilà, ça c'est pour l'idée de magie. Après, oui, effectivement, quand on parle de deux soleils, c'est le début de la multiplication des perspectives. Et effectivement, ça évoque le fait qu'il n'y en a pas que deux, quoi, effectivement, et que c'est le point de départ pour une démultiplication, en fait, des pistes possibles, en fait. Ouais. Ce que tu disais, Marc-Olivier, c'est aussi très intéressant, je crois, parmi les multiples choses intéressantes que tu as dites, c'est la non-linéarité. C'est pas ceci et cela dans toute l'éducation et dans tout le savoir et donc dans tout le modernisme. C'est peut-être que ton travail est post-moderne, puisque y a, par rapport au temps, on parlait de cette notion fondamentale qui est l'anachronisme dans tes assemblages de périodes. C'est la non-linéarité du temps, dans la dimension du temps, que tu remets en question. Tu posais la question du temps. C'est vrai que pour moi, le temps a été une question tout de suite dans mon travail. J'ai fait une première vidéo en 2002 qui s'appelait Missing Time, où on voyait une équipe de football qui avait été comme figée dans le temps et un drone qui tournait autour de ces joueurs immobilisés. Après, j'ai organisé une exposition où j'ai invité d'autres artistes. Et l'idée, c'était que après l'espace, le temps aujourd'hui pourrait être une matière
que les artistes manipulent et que les artistes peuvent modeler, quoi, en fait. Donc j'avais fait une exposition qui s'appelait Memories of the Future, où il y avait une vingtaine d'artistes dont aussi les objets n'étaient pas identifiables tout de suite dans leur période. J'aime beaucoup cette idée que voilà, on ne sait pas de quelle période puisse venir un objet, quoi. Donc cette idée des temporalités multiples, des mélanges de temporalités qu'on voit de manière très concrète dans l'exposition, c'est évidemment, je pense, un des sujets intéressants, moi qui m'intéresse chez certains artistes d'aujourd'hui, quoi. Et dans un temps, pour passer la parole, si tu veux bien, à Jean Hubert, dans un temps le temps occidental qui est remis en question, qui est cassé et réécrit, en remettant finalement de la subjectivité dans ces récits des temps qui ont été écrits et appris. Voilà. Donc je pense que voilà, pour ouvrir à Jean Hubert et au monde à partir de cette non-linéarité du temps occidental, voilà aussi une dimension que je trouve très intéressante dans ton travail et que tu as souligné tout à l'heure, Marc-Olivier. Oui, lorsqu'on a fait ce petit tour de l'exposition hier, il y a tout de suite un certain nombre d'images qui me sont venues à l'esprit, d'œuvres d'art anciennes ou autres, et je vais en montrer quelques-unes. On commence par une introduction juste sur la catastrophe. C'est un petit dessin de Pougny qui se trouve au musée d'art moderne au centre Pompidou. Mais les œuvres de Laurent Grasso qui m'ont intrigué depuis longtemps, ce sont ces petits tableaux, dont il y a un grand nombre d'ailleurs dans l'exposition, qui sont dans un style qui pastiche des œuvres de la fin du XVe siècle et qui montrent des phénomènes extraordinaires, des catastrophes, des miracles dans certains cas, des tableaux dont je trouve d'ailleurs dont l'exécution s'est améliorée, parce qu'il n'est peint pas lui-même évidemment, et il doit faire appel à des peintres, restaurateurs, j'imagine, qui le font, et je trouve que la qualité s'améliore. Les plus récents sont plus justes, me semble-t-il. Et comme j'aime beaucoup la peinture ancienne, évidemment, ça évoque pour moi plein de souvenirs. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, et là sa démarche est tout à fait exceptionnelle, pourquoi un artiste vient faire aujourd'hui, on est en pleine modernité, postmodernité, on a des catégories temporelles qui nous découpent la pratique artistique en tranches, pourquoi faire des peintures qui pastichent les primitifs du XVe siècle? Et là, il y a un rapport au temps qui est extrêmement intéressant, et on en revient effectivement à Bruno Latour et à son autre ouvrage extrêmement intéressant, qui est « Nous n'avons jamais été modernes », et c'est pour une anthropologie symétrique. Et au fond, ce que je sens dans l'œuvre de Laurent Grasso, c'est cette tentative de nous montrer que nous avons cru, à la suite de la philosophie des Lumières, que la rationalité allait gagner, allait l'emporter, que nous vivons dans un monde rationnel, et que ce monde occidental qui vit sur la croyance totale qu'il y a des vérités scientifiques, c'est vrai qu'il y a des lois scientifiques, mais que ces vérités scientifiques sont exclusives et qu'elles ont balayé tout le reste, est un leurre. Il y a un monde de croyances religieuses, magiques, de toutes sortes, qui nous entoure et pour lequel nous avons une fascination, ça dépend des individus, plus ou moins grande, selon les uns ou les autres, mais où même les scientifiques font des recherches extraordinaires sur toutes sortes de phénomènes paranormaux. C'est un peu ce que montrait l'exposition de Marc-Olivier Valère Gacano au Palais de Tokyo. On est donc dans un monde qui n'est pas du tout absolument régi par le rationnel, comme nous avons tendance à nous faire croire que c'est le cas, mais à un monde complètement bipolaire et où l'irrationnel tient une très grande place. Et je trouve dans l'exposition d'ailleurs qu'il y a cette photographie
où on voit un ecclésiastique dans l'observatoire du Vatican en train de regarder les astres avec une lunette, qui dit tout ça par l'image. Et ce que j'aime beaucoup, on va en reparler, mais c'est dans l'œuvre de Laurent Grasso, c'est que justement, ce sont des images et des objets qui font l'œuvre et qui parlent. Et bien sûr, on peut disserter après dessus, on a besoin de temps en temps de quelques explications, mais c'est un travail avant tout visuel et non pas des grands textes mis sur les murs. Donc quelques images ici d'une œuvre qui est à la cathédrale de Stockholm, que Laurent connaît certainement, et qui montre un phénomène de ce que les scientifiques appellent une parélie, hein, c'est bien ça. Je parle sous ton contrôle parce que je suis beaucoup moins versé là-dedans que toi. Et c'est un phénomène qui arrive de temps en temps, en particulier dans les pays du Nord, lorsqu'il y a une grande concentration de cristaux de glace dans l'atmosphère. Et on voit apparaître plusieurs soleils. En général, le soleil se dédouble et en fait, on voit 3 soleils. Ici, apparemment, il y en a eu encore beaucoup plus. C'était en 1535. Et le peintre a d'ailleurs pris une espèce de point de vue qui serait un point de vue de fisheye, comme ça, en montrant le ciel d'une manière extrêmement étendue. La prochaine diapo vous le montre encore mieux avec la ville de Stockholm en dessous. Ce qui m'intrigue, c'est que chez Laurent, il y a très souvent un soleil double, ce qui ne correspond pas justement à ces phénomènes où je crois qu'on voit apparaître 3 soleils. Enfin, il y a le vrai soleil, si je puis dire, et puis un phénomène optique qui fait apparaître 2 soleils de part et d'autre. En fait, on a fait les deux. Cette peinture, en fait, je l'ai utilisée. On a fait plusieurs tableaux de Parélie qui étaient de cette nature-là. C'est-à-dire que le vrai phénomène, en fait, normalement, qu'on peut voir, et il suffit de regarder sur Internet, des Parélies existent aujourd'hui. Il y en a une en Russie qu'on peut voir sur Internet, très belle, où on voit des halos dans le ciel, et c'est un effet optique, en fait, quoi. Et donc celui-ci existe. Après, ce qui n'existe pas, c'est celui qu'on voit dans une des peintures, dans plusieurs même des peintures, où on voit 2 soleils qui en plus sont rougeoyants, un peu comme des couchers de soleil, mais en hauteur. Et donc, voilà. Ouais. On va y revenir au soleil, mais juste là, alors ça c'est sur la droite une peinture qui vient d'être acquise par le Louvre, qui est attribuée à Jean Cousin, donc milieu du XVIe siècle, école de Fontainebleau, et qui montre le 10e signe cosmique avant-coureur de la fin du monde. Et vous voyez des personnages décrits par la petite inscription en latin en dessous, des personnages qui sont fous et qui quittent des cavernes. Et sur la gauche, encore plus intéressant, un petit tableau qui fait partie du même ensemble et qu'on vient du coup de redécouvrir maintenant, qui est au musée de Rouen, et où on voit des pierres qui se combattent. On n'arrive pas à lire la petite mention en latin, mais qui dit, et c'est un autre signe avant-coureur donc de la fin du monde, où les pierres commencent à se combattre, et bon, ça pourrait vous intéresser. La suivante, alors là, on voit quelque chose qui est plus proche de certains tableaux de Laurent, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. En fait, il y a un titre du tableau, c'est d'Antoine Caron, c'est de 1572, et on dit que c'est un astronome qui regarde une éclipse. Est-ce que c'est une éclipse vraiment, un soleil rouge? Quand il y a une éclipse, il est plutôt noir. Et là, je voudrais revenir à tes tableaux parce que tu parles souvent de soleil double, mais en fait, on voit 2 soleils en éclipse, puisque ce sont des soleils noirs. Ouais. Le soleil noir a une espèce de connotation magique aussi, très inquiétante, non? Oui. C'est le début du soleil double dont on parlait avant, oui. En fait, Soleil Noir, c'est aussi le titre du 2e film. Il y a 2 films donc, dans l'exposition, Soleil double, où on voit 2 soleils qui apparaissent dans la ville de Rome, dans un quartier qui s'appelle Eur. C'est un film où c'est une catastrophe imaginaire, on va dire. L'idée qu'on se réveille un matin et on est exposé à la lumière, à la chaleur de 2 soleils en même temps. Effectivement, les 2 soleils qu'on voit dans les peintures sont 2 éclipses. Donc en fait, il y a à la fois des éclipses
et en plus 2 soleils en même temps. Alors, bon, ça c'est juste, excusez la qualité des photos qui est exécrable, mais comme on ne peut pas photographier dans les musées avec flash, et quelquefois la lumière est déficiente. Donc ça c'est juste un tableau de Crespi qui montre que les peintres ont vraiment fait des espèces de reportages sur des phénomènes astronomiques depuis des lustres. La suivante. Alors ça, c'est un tableau extrêmement bizarre qui est un espèce d'unicum d'un artiste qui s'appelle Dubusse, très peu connu, c'est début du XVIIIe siècle, et on ne sait pas exactement quel en est le sujet. Alors c'est en général désigné comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, j'en suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est un espèce de passage aux enfers? Vous voyez que c'est très minéral, qu'il y a une espèce de caverne au premier plan, il y a des personnages assez grands, mais il y a des centaines de petits personnages tout en haut, il y a une espèce de petite crucifixion, et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un tableau extrêmement étrange, et je pensais, enfin tout de suite ça résonnait par rapport à un certain nombre de petits tableaux que vous avez dans l'exposition. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est un tableau coréen du XVIIIe siècle, alors qui nous montre le double soleil, et en dessous la grande ours. C'est un tableau du musée Guimet. Ça aussi c'est fascinant, c'est en fait une copie d'un dispositif, d'un appareil tout à fait fascinant qui est un sismographe. C'est-à-dire que dès que la Terre se met à trembler, les dragons crachent de l'eau qui se trouve dans le récipient dans les gueules des petites grenouilles ou des crapauds qui se trouvent tout autour. C'est du IIe siècle et c'est une copie qui est au musée d'histoire naturelle de Toulouse, mais qui est aussi quelque chose de tout à fait fascinant par rapport à ces phénomènes de catastrophe. Alors, j'étais ravi de voir la fulgurite qu'on a vu passer tout à l'heure dans la projection et qui se retrouve dans un de ces petits tableaux, enfin, qui est une mini-installation avec un petit néon. Il y a un petit tableau, je crois. Oui, c'est au 2e étage dans la salle 7. Il y a une fulgurite qui est... vous pouvez y aller, salle 7. Hein. C'est une pierre creuse, longue, en fait, qui est provoquée par le passage de la foudre. C'est voilà. Comme un tube qui a été traversé par la foudre. C'est absolument fascinant de savoir qu'on peut avoir une représentation de la foudre en 3 dimensions, en pierre, puisque c'est un fossile, et qui date de je ne sais combien de millions d'années. Et du coup, ça me faisait penser à ce fossile-là, qui sont en réalité une représentation de gouttes d'eau. C'est une pluie qui est arrivée à un moment donné, sans doute sur un sol de vase, et ensuite s'est solidifié et s'est fossilisé. Et l'idée qu'on puisse avoir une représentation de quelque chose d'aussi éphémère, d'aussi fragile qu'une goutte d'eau qui remonte à des millions d'années, quelque chose de fascinant. Oui, et ça c'est nous des revient objets à cette idée du temps temporel, qui oui. peut être complètement rétréci. C'est-à-dire que les artistes, après, essayent, je pense, toute leur vie de créer des objets qui peuvent, d'une manière aussi forte, représenter le temps. Absolument. Suivante. Alors ça, c'est juste une représentation d'un tsunami en estampe japonaise. Et là, 2 tableaux qui représentent ici un peintre qui a été chassé de son chevalet par un ange qui peint un tableau qui représente un saint, et ce tableau, trimballé ensuite dans les rues, a permis d'arrêter le tremblement de terre qui est en train d'avoir lieu. Alors, c'est un beau miracle représenté par Cano. Et alors, comme vous avez aussi une allusion à Pompéi, je pensais à ce corps tout à fait extraordinaire. Parce que Pompéi, c'est la vidéo, tu peux préciser? Oui, la vidéo Soleil Noir qui est au 2e étage est donc tournée à Stromboli et à Pompéi. Oui. Et puis je crois qu'il y a une photo aussi dans les couleurs argent qui est de Pompéi ou d'à côté de Pompéi, non?
ces photos tramées légèrement argentées? Ah non, ça c'est des éruptions en fait. C'est une éruption. Mais qui est pas, qui est d'un autre volcan. Il y a le Tal en fait. Non. Non. Et quand on pense à Pompéi, on pense évidemment toujours à toutes ces découvertes sur l'architecture et sur l'art et à ces objets qui nous ont fait découvrir toute la civilisation romaine. Mais il y avait aussi évidemment des humains. Et quand la lave s'est répandue sur Pompéi, eh bien, elle a emporté ses corps. Enfin, elle ne les a pas emportés. Elle a justement le corps a fait en quelque sorte un moule. Et à l'intérieur, une certaine quantité de lave avec une densité différente s'est déversée. Et on a pu retrouver des corps de cette manière-là, en quelque sorte, enfin, dans leur position, oui, au moment de la catastrophe. Et alors, je suis navré parce que la photo est vraiment épouvantable. Mais on ne peut pas terminer une petite présentation dans l'art moderne sans parler du grand-papa inévitable qu'est Marcel Duchamp. Et puis j'ai vu que vous l'avez utilisé quand même dans un de vos livres. Et Duchamp a présenté en 1947 dans une des expositions internationales du surréalisme organisée par Kistler à New York, dans une salle qui s'appelait la salle des superstitions. Il a montré un rayon vert. C'était une petite photo qui représentait l'horizon avec un soleil. Et il a utilisé un tube de néon vert, ce qui était déjà aussi quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. Une des premières fois, sans doute, qu'on a utilisé un néon pour une œuvre d'art. Et c'était donc une œuvre très, très peu connue, qui était totalement éphémère et qui l'a fait faire. Et ça faisait allusion aussi un roman de Jules Verne qui s'appelle Le Rayon Vert, et dans lequel une jeune femme extrêmement séduisante est courtisée par deux amants, un savant, un scientifique d'un côté, et de l'autre côté un artiste. Et chacun des deux lui explique ce que c'est que le rayon vert, et en fin de compte, elle rejette les avances du scientifique qu'elle trouvait désespérant de la manière dont lui expliquait de manière complètement rationnelle ce rayon vert, et elle poursuit sa vie avec l'artiste, qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Je terminerai là-dessus. Voilà, sur cette petite anecdote. Et sur Marcel Duchamp, et je rappelle que Laurent a gagné le prix Marcel Duchamp en 2008, c'est ça? Voilà. On va remettre les images et poursuivre peut-être la conversation avec vous autres sous cette forme. Merci Jean-Hubert de cet écho visuel aux propositions visuelles et plastiques de Laurent, et que tu as préparé hier soir, juste après la visite. Donc c'est une réponse, encore une fois, comme ton analyse, mais une réponse et un écho à ce que tu as ressenti et analysé de la présentation de Laurent, de son exposition. Je voudrais revenir peut-être sur certaines notions, et à travers l'explication de 2 ou 3 œuvres phares, emblématiques de l'exposition, pour rester peut-être dans le concret de l'expo, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont le voir juste après. Il y a une thématique, une dimension qui me semble très importante, qu'on n'a pas abordée là, toujours dans les objets que tu crées, c'est l'architecture dans ses formes, et notamment ce Project for Brain, la construction de ces caisses, de ces géométries, qui sont une dimension importante dans ton travail plastique. Oui, on en parlait avant. Moi, j'avais beaucoup aimé Monumenta avec les Kabakov. Je suis très attaché à cette idée du parcours dans une exposition. Et je dois dire que là, j'étais très content d'avoir à intervenir dans l'hôtel particulier rue de Turenne, parce que en fait, justement, d'habitude, les galeries sont souvent des white cubes. Et du coup, je mets des murs, je recrée des salles pour essayer de créer un espèce de parcours, quoi, en fait, un peu comme j'avais fait au Jeu de Paume, où bon voilà. Et j'ai pas eu à le faire puisque ce parcours est là naturel. Et c'était très agréable d'avoir déjà ces pièces.
l'architecture, c'est pour moi quelque chose de... voilà, qui a commencé dès le début de mon travail, parce que je me suis toujours amusé à modifier les espaces lorsque je présentais au début mes films, puis les expositions. Et petit à petit, en collaborant avec mon frère Pascal, qui est architecte, j'ai commencé à créer des espaces autonomes, en fait, pour présenter des films ou bien des espaces. J'ai créé des studios de radio. On a créé au Palais de Tokyo ce projet sur le toit qui s'appelait Nomiya, où on pouvait passer du temps avec une table pour 12 personnes. Bon, voilà, c'est effectivement une partie importante dans mon travail. Et ici, on a dans l'exposition Project for Bran, qui est une architecture en verre et en cuivre, et qui a été faite spécialement pour le film Soleil double. Il y a une importance, il y a beaucoup d'importance que tu accordes aux matériaux. Il y a du marbre, bien sûr la peinture, les plaques de cuivre, le laiton. C'est aussi dans ta formation, est-ce qu'il y a un lien où c'est par recherche, c'est plutôt une projection ou quelque chose qui vient de plus loin? Non, je pense qu'après, il y a aussi cette idée d'une charge magnétique dans certains matériaux. Ça participe en fait de l'effet qu'on pourrait imaginer sur le spectateur. Le cuivre, ça fait penser à une cage de Faraday. Donc, en fait, tous les matériaux, entre guillemets, que j'emploie, c'est moins pour des raisons esthétiques ou historiques ou artistiques. C'est aussi pour leur capacité vraiment presque naturelle, quoi, en fait. Je crois qu'il y a une chose vraiment très intéressante justement, c'est bien de souligner ce rapport à l'architecture, ce rapport aux matériaux, parce que je pense dans le travail de Laurent Grasso est assez exemplaire pour souligner un aspect de l'exposition qui est souvent oublié ou mis sous silence, je dirais, c'est l'aspect physique. Une des propriétés quand même de l'exposition, qui est assez unique dans tous les médias, l'exposition se traverse physiquement. Notre corps, on choisit le parcours, on crée notre propre chorégraphie. Et je pense que dans ton travail, j'avais réalisé ça quand on travaillait à New York. Il s'agissait pour moi d'une simple présentation, d'une projection vidéo de Radio Ghost. Et on a discuté pendant des heures sur la façon de présenter cette vidéo. Et on allait très loin. Et c'est là que j'ai compris finalement que l'aspect physique est important, même avec une vidéo. C'est-à-dire qu'on crée comme ça des conditions de chorégraphie personnelle. Et donc ça, c'est le rapport à l'architecture, mais le rapport aux matériaux est aussi important. La lourdeur du marbre, la légèreté d'une impression jet d'encre, etc. Et ça participe. Et je crois que Laurent, une des forces de son travail, c'est justement de mettre le doigt sur les conditions mêmes de l'œuvre, on l'a vu dans son aspect narratif, dans son aspect structurel, mais aussi dans les conditions de l'exposition même. Oui, parce qu'en fait, l'exposition, c'est aussi être exposé à quelque chose, en fait, être exposé à des rayons, à un signal, à de la lumière, à une espèce d'interaction comme ça sensorielle. Il y a d'autres artistes qui, évidemment, sont intéressé par ces phénomènes. Moi, j'ai fait des films au départ, mais justement, ce côté double, il a commencé même dans les films où, en fait, alors que les gens voyaient une image, moi, je voyais un signal hypnotique, alors que les personnes entendaient du son. Moi, j'essayais de produire des ondes avec des caissons basses, avec notamment la vidéo du soleil dans les yeux, qui traite de cette idée des ondes et de l'activité potentielle ou du changement que peuvent induire une onde sur un corps, sur un cerveau. Et donc, voilà, tout ça, et ça participe de cette idée dont on parlait au départ, qui est celle du pouvoir et de l'instrumentalisation. Par exemple, pour moi, le cinéma, c'est vraiment un pouvoir autoritaire et c'est une manière d'influencer les foules, quoi, en fait. Et j'ai toujours vu les vidéos et les installations aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on pense voir une image et lire une image, mais on est aussi face à un signal lumineux et je trouve intéressant de tenir compte de cette partie-là aussi de la matière, quoi, en fait. Oui, c'est en quelque sorte mettre en évidence les conditions de la croyance, ou structurer, je dirais, les possibilités de la croyance, qui est donc évidemment fondamentale pour
la transformation de particules ou de rayons, comme tu dis, en quelque chose d'autre, qui serait une œuvre d'art. Oui, en même temps, ça suscite une esthétique, parce que il y a toutes ces constructions qui reprennent ces bâtiments ou ces observatoires qui ont été réalisés pour analyser des phénomènes paranormaux, qui sont restitués comme des installations et qui sont souvent des formes extrêmement étranges. Bien sûr, par exemple, Ouais. même l'architecture de Buckminster-Fuller, moi j'ai beaucoup utilisé les sphères géodésiques parce que en fait, Buckminster-Fuller, ses recherches ont été aussi beaucoup financées par l'armée et les sphères sont utilisées pour abriter un système dont là, par hasard, on a commencé à parler un peu plus avec Snowden, qui est le réseau Échelon, qui est un réseau de surveillance internationale, mais qui est en même temps très beau parce que ce sont des bases avec des énormes sphères blanches à facettes et ce qui est intéressant, c'est quand quelque chose, enfin, un champ dont ce n'est pas l'objet produit une esthétique de manière presque involontaire. Et c'est aussi, bon, il y a une sphère qu'on peut voir, invisible, une sphère invisible qui est cachée dans la salle 6, je crois. C'est une sphère qui est dans un coin accrochée au plafond. Et j'aime bien cette idée d'objet dont la fonction est un peu mystérieuse, dont le fonctionnement est un petit peu sourd, quoi, en fait. C'est un peu comparable à ce que faisait Panamarico, dont on a toujours vu des objets volants, mais ce qui l'intéressait, c'était l'esthétique de l'aviation et de l'aérodynamique et des différentes machineries pour propulser un objet dans l'espace. Et c'était pas du tout le fait de faire des avions, oui, ni de voler, oui. Il m'avait même, une fois, je me rappelle, je présentais une de ses œuvres au musée d'art moderne et je voulais l'accrocher pour qu'elle soit dans l'air. Il était furieux, il m'a dit, mais non, ça doit être au sol, c'est une sculpture. Je voudrais conclure ou terminer en ouvrant un peu sur ton travail, toujours, et en interaction avec nos amis, sur l'aspect cinématographique, d'abord de tout le dispositif, de tous tes récits, de tout ce voyage auquel tu nous invites, et même dans tes constructions, parce qu'on a vu avec les 2 films qui ont été produits spécialement pour cette exposition, le travail de réalisateur que tu fais. Alors est-ce que c'est un projet pour toi, le cinéma? Est-ce que c'est, on est vraiment là encore, comme l'architecture, à l'interstice, dans l'interface entre l'art vidéo et puis le cinéma, dans la manière de concevoir l'ensemble de ton dispositif et puis ta manière de travailler tes vidéos? En fait, pour moi, lorsque je fais un projet, ce que je dis très, très simplement, c'est que c'est un peu comme des blocs de réalité. Souvent, je fais appel à l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on sait tous que c'est un film, on sait tous que c'est une peinture plus ou moins du XVIe siècle. Il y a une mémoire collective de certains champs, de ce qu'est l'architecture. Et après, en fait, je vais reconvoquer les spécialistes d'un domaine. Donc, quand je fais un film, je vais travailler avec un directeur de la photo, avec un monteur de cinéma. Et c'est des gens qui me donnent du temps pour créer avec les outils qu'ils ont l'habitude d'employer quelque chose d'un peu différent de ce qu'est un film normalement, quoi, en fait. Et donc c'est un peu voilà cette espèce de basculement, mais qui est toujours quand même ancré dans le monde que l'on connaît. C'est-à-dire que et c'est comme ça qu'on arrive à produire un objet étrange, c'est d'être dans cette oscillation entre une chose qu'on a l'habitude de voir et son traitement de manière légèrement différente. Donc oui, chaque film, c'est une aventure avec un groupe de personnes qui m'accompagnent. On part en tournage, on est parti avec une équipe de 10 personnes. Et, sur le volcan, tu peux parler? Sur le volcan, voilà. Il y avait cette idée d'utiliser des drones. Vous le verrez, il y a à un moment donné même une éruption qui est filmée par un drone. Et donc, c'est à chaque fois aller aussi à la limite de choses qui, même chaque projet finalement, à chaque fois que je veux commencer un projet, généralement c'est pas possible. Et donc l'idée c'est quand même voilà de collaborer avec des personnes, mais de leur demander des choses qui sont un petit peu à la limite de ce qui peut être fait en fait.
C'est bien ton rôle d'artiste et celui qu'on aime. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il fait un peu chaud, mais ça va mieux, je crois. Peut-être on peut s'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, c'est le moment d'y aller. Je pense qu'il y a peut-être moins de monde que tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, Emmanuel, tu veux dire un mot par rapport à Laurent et ta rencontre avec Laurent, ton expérience du jeu de paume qui a été tellement enthousiasmante. Enfin, je raconte pour toi, si tu me permets, puisque tu as envoyé un mail à l'ensemble de tes collaborateurs et collaboratrices en disant « Allez voir l'exposition au jeu de paume », en tout cas ce qu'on m'a raconté. Et cette histoire-là me plaît, de ce désir que tu as eu à travers cette exposition que tu as présentée. Et moi aussi, j'avais adoré cette expo au jeu de paume qui a donné vraiment envie de travailler ensemble. Et je pense que ce désir-là a créé cette belle collaboration. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et applaudir Laurent. Merci.